On entend. Donc aujourd'hui, le lundi 17 mars 2013, nous commençons la septième leçon du séminaire de Patrick Vallas. Il a choisi pour titre « Wo es war, soll ich werden ». Alors, ça va se faire en deux temps, c'est-à-dire que Claude Lecoq va vous parler de ce qu'on appelle dans notre milieu la passe, qui n'est pas une mince affaire. Et puis après son intervention, moi je vous développerai la suite de Freud, de ce que j'avais fait la dernière fois, jusqu'au moment où Lacan pose dans la logique du fantasme quelque chose qui deviendra sa proposition d'octobre 67 sur le psychanalyse de l'école. Donc ça, peut-être que ça ne sera pas tout à fait bien abordé, en tout cas par moi, mais c'est pour introduire une suite et on va procéder de cette façon-là. Hein, voilà. Alors, voilà, Claude, à toi de parler. Alors, j'ai fait un travail sur la passe soutenu par ma propre expérience de passe. Donc, j'y mêlerai quelques éléments de réflexion personnelle, pour autant qu'une passe puisse être personnelle, parce qu'il y a du commun dans toutes les passes, et il y a quand même quelque chose de singulier qui en surgit après, et en particulier dans la pratique de l'analyste. Alors moi j'ai intitulé mon travail « La passe », 3 petits points, un présent. Un présent, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui passe, et en même temps c'est comme un cadeau, si on veut bien aller se faire ce drôle de cadeau. Tous les analystes ne s'intéressent pas à la passe. Il y faut un discernement. Il est imprévisible. Il chasse l'incrédulité, parfois la méfiance, l'incompréhension, la risée aussi. On entend « c'est farfelu »,« c'est tiré par les cheveux »,« c'est superflu »,« il faut être tordu pour la faire ». C'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Ce discernement, selon Lacan, survient d'un virage, et je le cite, qui comporte de savoir que l'analyse de la plainte ne fait qu'utiliser la vérité. C'est une note sur les passeurs de 74. Savoir donc qui s'éprouve différemment des soulagements successifs que nous avons obtenus dans nos cures. C'est quand, de façon inédite, n'est plus demandée l'aide du supposé savoir pour confirmer. L'analysant sait alors que la fonction du langage n'est pas dans la croyance à la communication. L'important n'est pas tellement que le langage dise ou ne dise pas, c'est de Lacan. La vérité, c'est que le langage aide tout court. Il y a des dires qui opèrent, il y a des dires sans effet. Le dire effectif n'est pas ce qui contredit le sens en jouant de l'équivoque. Il passe, je dirais, il passe outre toute trace. C'est dans du pas déjà représenté. Ce qui peut être facilité par la position de l'analyste dès le début de la cure de l'analysant. Ce qui peut être facilité, c'est que il faut, là je cite encore le phénomène lacanien de 74 de Lacan, il faut qu'il soit bien assuré, cet analyste, dans sa position de déchet, pour pouvoir inciter l'analysant, comme je l'appelle, puisque c'est lui qui fait le travail, à ne pas se croire plus que lui. Lui, il ne se croit l'analyste. Il se met à la disposition de l'analysant au titre de dernier des derniers.
Cette vérité, qui rappelle le poids de l'invention de la psychanalyse par Freud, est laïque. Elle ne vise pas directement le soin du symptôme pour son efficace. Dans la proposition d'octobre 67 sur le psychanalyste de l'école, nommé A.E., Lacan exposait une procédure appelée la passe. Il visait la transmission de la psychanalyse à partir des effets, et bien des effets, d'un témoignage d'un non-analyste, c'est-à-dire quelqu'un qui à ce moment-là n'est pas un analyste affirmé, on va dire, car passant, même s'il a des patients quand il fait la passe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit au point vif de résoudre sa fin d'analyse, même si elle a lieu très longtemps avant. Concernant la description de la procédure, je vais ajouter à ces éléments de description des remarques de Lacan 7 ans après sur les effets de cette expérience qui a eu lieu dans son institution. C'était, disait-il, une enquête qu'il menait. Je vais aussi y mettre quelques remarques de ma part. En se référant aux passants, lui, ce qu'il en sort, c'est expérience absolument bouleversante et inoubliable. J'y souscris complètement. C'est l'effet du tourbillon qui saisit dès la décision de s'y soumettre dès qu'elle est prise. Et j'ajouterais, s'arrête-t-elle après? Ce tourbillon va-t-il s'arrêter après? Alors, le problème à ce niveau-là, c'est que bien souvent, cette nomination analyste est prise comme une investiture, comme un titre. Analyste de l'école, c'est vraiment celui qui est analyste dans l'école. En fait, ça n'est pas un titre, analyste de l'école. Alors, le problème, c'est dans l'institution où on les nomme pour qu'ils fassent quelque chose. Analyste ayant à produire quelque chose. Or, en fait, ça ne devrait pas être de cet ordre-là, puisque la passe n'est pas définie dans les textes comme une cooptation, ce qui se passe dans toutes les institutions où il n'y a pas la passe. Et en fait, si vous voulez, celui qui sort de la passe, il n'est pas désigné par des gens qui sont des anciens. Il est désigné par des pairs qui sont les passeurs. J'y reviendrai. Alors, les passeurs, justement. Les deux passeurs qui sont témoins, et je dis compris, dans la passe. C'est-à-dire qu'ils sont affectés par ça. Pas témoins pour raconter une passe. Ils sont même souvent très émus, très bouleversés. Ils sont définis dans le texte sur la passe comme un autre qui, comme lui, donc celui qui fait la passe, l'est encore dans cette passe, à savoir en ce qui est présent à ce moment du désêtre où son psychanalyste garde l'essence de ce qui lui est passé comme deuil. Je reviendrai sur tout ça. Leurs analystes les désignent passeurs pour la procédure sans les prévenir. Ils peuvent refuser quand le passant les appelle. Dans mon expérience de passant, un passeur avait déjà été sollicité et était très partie prenante pour ma passe. L'autre l'a découvert avec émotion et impatience. Pour ma part, ayant des analysants qui pourraient être passeurs, et passants s'ils le voulaient, je ne me décide pas à faire cette interprétation, disons, instituée, dans le déroulement de leur cure. J'ai fait ce choix. Est-ce que tu explicites comment ça se produit, comment on entre là-dedans du point de vue purement procédure, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire les passeurs par rapport aux passants? Tu en parles là? Ben là j'ai l'impression, mais donc c'est pas clair. Oui, non, mais il faut expliquer pour les personnes. Nous, on comprend bien ce que ça veut dire, mais comment ça se passe réellement par rapport au choix, comment ça deux petits mots là-dessus simplement. Tout à fait. Alors, le passant qui se décide, je disais, se précipite, pris dans son tourbillon, à téléphoner au secrétaire de la passe, qui est quelqu'un qui fait partie de ceux qui sont garantis par l'institution comme ayant formation analytique de l'institution. Parfois et souvent, ils ont fait la passe eux-mêmes.
quand je me suis présentée, j'ai parlé de mon parcours analytique, de mes analyses, du nom de mes contrôleurs, des institutions où j'étais passée. Et on m'a donné à choisir, non pas dans un chapeau comme Lacan le proposait à l'époque, Leclerc avait un chapeau sur son bureau, on m'a proposé d'aller choisir dans un bac qui était là 2 noms, il y avait une vingtaine de noms, dans des papiers blancs pliés, 2 noms de 2 personnes qui seraient mes passants. Mes passeurs. Mes passeurs. Oui, c'est bien de faire ça. Voilà. Il se trouve que l'une des personnes était à Toulouse et on m'a demandé si ça me posait problème, puisqu'il fallait que je prenne l'avion pour aller faire ma passe là-bas, mais j'étais dans un tel tourbillon que je crois que j'aurais été à l'autre bout du monde. Voilà. Alors, ensuite, nous avons donc, alors, à l'école freudienne de Paris, avec Lacan, le jury d'agrément. Maintenant, ça s'appelle souvent cartel de passe dans les institutions. Alors là-dedans, il y a d'anciens AE, des AME, c'est-à-dire des analystes membres de l'institution, hein, qui font école, hein, qui font de l'enseignement, et qui sont garantis au relevé de la formation de l'école. Alors ce jury, ou ce cartel, peut authentifier la passe par la nomination à partir justement des effets qu'il aura, des témoignages des passeurs qui sont normalement pris dans la passe qu'est en train de faire le passant. Dans l'après-coup, ils en redonnent quelque chose. Certains ont pris des notes, d'autres pas d'ailleurs. Alors, ce jury peut authentifier et par rapport à ce travail, Lacan emploie pour eux, leur travail, un terme de... Ils sont souvent dans la perplexité et dans l'embarras. Alors, dans toutes les analyses qu'on a pu faire de cette situation, et c'est souvent là qu'est le problème, il semble que d'une part, l'attente qu'ils pourraient avoir, et là-dessus l'espoir, peut-être par rapport à l'institution, de bien faire leur travail dans ce qu'on définit comme profil d'AE d'une institution, par exemple, l'attente qu'ils pourraient avoir pourrait les gêner pour entendre hein, la passe rendue par les passeurs le plus vivante possible. Mais trop d'espoir, c'est mauvais. J'ai trouvé ça dans Télévision, ce que dit Lacan. En quoi je veux dire l'espoir n'y fera rien, ce qui suffit à le rendre futile, soit à ne pas le permettre. Je vous le donne parce que c'est très beau, je trouve, comme définition. Alors, fréquemment, il arrive que des cartels de travail se forment spontanément après des passes, ce qui est intéressant parce que on peut parler des effets de la passe dans l'après-coup, théoriser, ainsi de suite. Écrire entre nous d'une façon assez libre et pas obligé par l'institution comme les AE, qui sont obligés quelque part quand même, de produire un travail. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait un manque de clarté du retour des décisions. Il ne se mouille pas beaucoup, Lacan, il l'a souligné. Alors, quant à la question des effets de la passe, qu'il appelait dégâts, Lacan, il en a parlé à la Grande Motte, c'est quasi inévitable. Le propre du parlette, c'est d'être foutu, dit-il, parce qu'il parle. Je le cite, le dégât, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. On ne peut que faire du ratage. Les nommer, alors on ne peut faire, excusez-moi, on ne peut faire que du ratage. J'ajoute, moi, les nommés et les non-nommés ne savent pas plus pourquoi. Hein, on a beaucoup parlé de ça dans l'après-coup. Alors Lacan ajoute qu'il se trouve, lui, avoir pas mal de dégâts sur son dos. Et s'il y a quelqu'un qui passe son temps à passer la passe, c'est moi. Donc, je sais ce que c'est de faire avec les dégâts. Cette peur, c'est moi qui parle, est souvent avancée comme raison de ne pas y aller à la passe, alors que les candidats s'y précipitent sans barrière dans le tourbillon. Alors, dit Lacan à ce propos-là, l'analyste au moins ai-je essayé de faire qu'il y ait des analystes de cet acabit
est quelqu'un qui réalise, le pire est qu'il faut qu'il le réalise lui-même, que ce dont il s'agit dans les faits de toute culture, au fond du tourbillon, je vais dire, de ce qui fait cause, eh bien c'est un déchet au fond de la culture. Tout le monde ne s'en aperçoit pas, mais seul a le droit de s'autoriser d'être vraiment un analyste, celui qui s'en est aperçu. Être un déchet est ce à quoi aspire sans le savoir quiconque est un être parlant. Je n'emploie ce terme que parce que je ne sais pas à qui je m'adresse, vous êtes trop nombreux, dit-il. Quiconque est un être parlant est pris dans ce tourbillon, qui est la vraie course de son désir. Le désir dont vous avez sans doute appris à l'occasion que c'est l'essence de l'homme. Alors Lacan pariait, en faisant cette invention avec laquelle il voulait enquêter, solutionner une crise interne institutionnelle dans ce qu'il appelait « mon école », touchant à l'articulation donc de l'analyse personnelle en intention et l'élaboration du savoir analytique dans l'institution, soit la psychanalyse en extension. Alors, pourquoi au fond voulait-il qu'il y ait discours analytique à travers les passants, quelque chose qui surgisse et qui soit vraiment de l'analyse? Parce qu'il ne voulait pas ça, et c'est la conclusion d'ailleurs de son texte de la proposition. L'école freudienne ne saurait tomber dans le Tug, vous savez c'est la pensée Tug, enfin en anglais, sans humour d'un psychanalyste que je rencontrais à mon dernier voyage aux USA et qui lui a dit « Ce pourquoi je n'attaquerai pas les formes instituées, c'est qu'elles assurent sans problème d'une routine qui fait mon confort. » Évidemment, la routine, c'est pas le fort de Lacan, qui écrira dans la note italienne, à propos de l'analyste, s'il n'en est pas porté à l'enthousiasme, il peut bien y avoir eu d'analyse, mais d'analyste, certainement pas. C'est plus tard, à la Grande Motte, qu'il expliqua cet acte de proposer la passe qu'il a eu. Un acte. Vous savez, quand j'ai cogité ça, c'était en 1967, pendant les vacances, j'étais en Italie. Je suis rentrée et tout en faisant cette chose qui s'appelle la proposition, je me disais « Mais quelle mouche te pique! Ça va provoquer Dieu sait quoi !» Et je me demandais pourquoi je la faisais en octobre 1967. J'aurais pu la mijoter plutôt, cette proposition, la mûrir, attendre. Pourquoi est-ce que je l'ai faite tout de suite? Je savais d'avance que ça allait provoquer des catastrophes. Des catastrophes, comme toutes les catastrophes, des catastrophes dont on se relève. Moi, vous savez, les catastrophes, ça ne m'impressionne pas. Mais quand même, à quoi bon faire tout à coup cette accumulation d'électricité? Alors justement, on dit c'est dans le but d'isoler ce qu'il en est du discours analytique que je l'ai fait, cette proposition. Je parlerai plus tard de ce que j'entends par ça. Ce qui est tombé, grâce à l'expérimentation sur un long terme dans l'école de cette proposition, en même temps que toutes les avancées des séminaires, parce que Lacan, il n'arrêtait pas de revenir sur ce qu'il avait dit, de bouleverser les choses, de les reprendre de l'autre côté, quasi de manière antinomique avec la passe, c'est ce qui est tombé, c'est l'illusion d'une passe qui pourrait se formaliser, donc dans un, on va dire mathématiquement. Il y a un indémontrable, c'est ce qu'il put en dire par la suite. Alors finalement, qu'est-ce qu'en a fait Lacan de cet indémontrable, de ce qu'il avait prévu de démontrer? Eh bien, comme toujours, il a rebondi. Il a rebondi en stupéfiant son auditoire des séminaires et en annonçant en 1973 « La psychanalyse est intransmissible ». Mais ce qu'il fera entendre, c'est un relief. Et moi, je me suis souligné ce mot, c'est son mot. Relief, ça veut dire qu'il y a quelque chose de topologique là-dedans, qui lui fera relire autrement
ses précédentes avancées. Je me suis pressé, dit-il. C'était en mai 68 que j'ai compris pourquoi j'avais fait cette proposition en octobre 67. Si je l'avais faite en mai 68, on aurait dit « il est induit ». Je ne suis pas induit. Je ne suis jamais induit. Je suis produit. C'est si renversant. Ce témoignage de sa production d'analyste sans la prédominance d'un être je suis produit, qui consisterait qu'aujourd'hui encore, comme en 67, certains lacaniens récusent ce renversement de ses énoncés, qu'il a fait en disant ça. Il lui aura donc fallu du temps pour démontrer ce qu'il annonçait en 67 et saisir ce qu'il avait précipité dans cette invention. Pour moi, c'était dans le texte, dans 2 phrases du texte. D'une part, mais il y a un réel enjeu dans la formation même du psychanalyste. Nous tenons que les sociétés existantes se fondent sur ce réel. Et ensuite, il dit, s'autoriser analyste exige d'avoir effectué cette opération périlleuse, s'affronter à son horreur de savoir et en avoir cerné la cause en tant que réel, être le rebut. Le bouger qui l'a amené à ces découvertes-là, c'était à partir des séminaires des années 60, quand, concernant le statut de l'objet A dans l'amour de transfert, il a bousculé tout ce qui était l'enveloppe de l'énamoration. Il n'y avait plus d'identification possible à l'analyse, ça ne pouvait plus être la fin de l'analyse. Puisque son être, il n'y avait plus d'être, était entamé par la cure. Alors, ce qu'il dit d'ailleurs dans la proposition, qui était déjà inscrite là et qu'il a entendu de lui-même des années après, la prise du désir n'est rien que celle d'un désêtre d'où se dévoile l'inessentiel du sujet supposé savoir. Il a été rejeté, donc par l'analysant, l'être qui ne savait pas la cause de son fantasme à l'analysant, au moment même où enfin ce savoir, il l'est devenu. L'analysant le sait, lui. Alors, plus tard, Lacan va le conjuguer en disant « je désuis » à propos de l'analyste. L'analyste dirait « je désuis ». Devenu une enveloppe vide qui donne corps à la forme déchue du petit A. L'analysant atteignant ce point de rupture, on pourrait penser qu'il est en paix. Eh bien non, non, dit Lacan. La paix ne vient pas, Lacan et les gens qui terminent leur analyse, la paix ne vient pas aussitôt sceller cette métamorphose où le partenaire s'évanouit de n'être que vain savoir d'un être qui se dérobe. La destitution subjective de l'analysant, c'est quand le sujet voit à la fin de son analyse chavirer l'assurance de son fantasme. L'analysant n'est donc plus en position de victime battue et l'hostilité n'a plus à être imputée à l'analyste jouissant de savoir. Dans cette fin d'analyse, le passant peut mesurer qu'il a été à toutes les places. Il se s'est divisé en fait, non pas par le signifiant, mais par la jouissance qu'il attribuait à l'analyste et que le fantasme recouvrait. L'achèvement du deuil de l'objet cause de désir va prendre beaucoup de temps. L'apaisement se fait attendre, puisqu'il a été perdu beaucoup de choses qui étaient satisfaisantes dans l'analyse. Les découvertes du déchiffrage, qui étaient articulées au sujet supposé savoir, la pulsion qui était connectée à la présence de l'analyste comme objet, on allait et repartait des séances, le mirage de la vérité. Un collègue me décrivait dernièrement ses avancées reculent en ce moment. Il passait d'un état à son contraire,
alors que ses rêves, bien sûr, plus avancés, lui montraient qu'il perdait ses vêtements, ses papiers d'identité, ses repères spatio-temporels, et ainsi de suite. La demande de passe à l'analyste n'est pas déductible des écrits de Freud, parce que pour lui, l'inconscient est hors du temps, intemporel, éternel. Lacan, lui, quand il lit Unbewusst, ça tombe en lune bévue. La chaîne signifiante est surmontée par lune bévue, qui est plutôt un signe de l'inconscient que du sens. Et l'inconscient n'a que des manifestations ponctuelles. Une bévue, rien. Une bévue, rien. Et rien de plus. Bien que Lacan ait parlé d'échec en la maintenant jusqu'à la dissolution de son institution, et ensuite à la cause freudienne, où il parlait de la reconduire, il a dit, jusqu'en 1980, car mieux vaut qu'il passe cette AE avant que d'aller droit s'encastrer dans la caste. Dans la caste, on n'est pas castré, s'encastrer. La caste, les purs, les chastes, la classe de la société, des Indes. Lacan, toujours non dupe, avait prévu, effectivement, ce qu'allait devenir la question de la passe. À propos des analystes installés, de ceux qui n'ont pas été non-analystes faisant la passe. Sans plus d'égard qu'il faut, je le cite, aux analystes établis, ma passe les saisissait trop tard que je n'en ai rien qui vaille. Ou est-ce d'en avoir confié le soin à qui témoigne, parlait des analystes établis, n'avoir rien aperçu de la structure qui la motive. C'est important, je voulais souligner ça parce qu'il ajoute une dimension inconsciente, pas voulue, mais inconsciente, à la résistance à la passe pour les analystes installés, qui ne discerneraient pas qu'existe cette astructure, je le dis comme ça, qui ne s'aperçoit qu'en passant, ce que j'ai appelé un présent. En un temps et un espace bref, un éclair, en un éclair. Le pas trop tard pour que vaille une nomination à eux, c'est du fait de ce qui ne pourra plus marcher une fois que sera établie la cumulation des expériences et des repérages. Ce vif n'est pas de l'ordre de l'inconscient déchiffrable. C'est dans le noir de l'aveuglement qu'il se reconnaît. Moi, je dis que c'est un tact analytique, qu'il y faut un tact analytique. Voilà ce que dit Lacan. La passe dont il s'agit, je l'ai envisagée que d'une façon tâtonnante, comme quelque chose qui ne veut rien dire que de se reconnaître entre soirs, à condition que nous insérions un AV après ma première lettre, c'est-à-dire reconnaître un savoir. Vous savez qu'il a parlé justement du fait que l'analyste n'est pas en place de Dieu, c'est AV qui me fait penser, qui m'a rappelé ça. L'analyste n'est rien qu'un petit trou, là où on aurait pensé qu'il y avait Dieu. Alors, ce qui s'insère témoigne de l'inconscient réel comme un savoir joui de la lettre. Et j'écris ça sincère, de sincérité, car l'authenticité des témoignages est souvent signifiée, soulignée, des passeurs tout à fait survoltés par l'électricité de la passe. Ce savoir qui peut paraître empirique est pourtant commun pour ceux qui en ont pris la démesure. Il tient d'une trouée fugitive de l'impénétrable. Ça se passe. Le résultat est propre à chacun. Avec le temps, Lacan articulera que du réel, de l'expérience des passes, aboutira à une dimension topologique,
dans la pratique. Le dire qui survient d'une passe, il s'impose au passant. Ce savoir d'un autre ordre qui fera dans la note italienne précisée à Lacan, l'analyste ne s'autorise que de lui-même, mais pas tout. Entendre là, j'ajoute ça, qu'il ne s'agit pas de s'auto-ritualiser de sa cure. Il disait d'ailleurs, car celui qui se désigne ainsi ne saurait sans malhonnêteté radicale se glisser dans ce signifié. Je vous laisse l'écrire, comme on est dans l'analyse avec la grammaire, que vous voulez, le se signifier. Mais rappelons-nous aussi que rien n'oblige à la passe. L'intentionnel raisonné est exclu, puisqu'elle est le plus souvent appelée dans une précipitation. Et c'est vrai que Lacan s'interrogeait sur la pulsion découverte à nouveau à la fin des analyses, avant d'écrire la proposition de la passe. Alors, je parle d'un collègue qui s'appelle Pierre, qui est dans un des cartels de suite de passe où je suis, qui était très enthousiaste par rapport à son institution et qui a été choisi comme passeur, a entendu plusieurs passes, a été très déçu de ce que n'entendaient pas d'autres passeurs. Et néanmoins, sachant tout ça, ayant une position assez assise dans son institution, a donné, parce que c'était nécessaire pour qu'il fasse la place, a donné sa démission de toutes les responsabilités qu'il avait pour faire la passe. C'est-à-dire que nous sommes dans les institutions, après l'analyse, des épars désassortis. Il n'y a pas du 1 là. Se pressant du mouvement tourbillonnant ou la langue du passant, empreinte de jouissance, peut faire révélation, mais sans plus chercher à faire une histoire singulière. En fait, je dirais, le par lettre en est, me semble-t-il, disjoint. Ce n'est pas du dit. Une réduction s'est opérée. Pour exemple, Lacan disait faire la passe constamment dans son séminaire et il nous a laissé ce jet, on va dire, titre d'une préface en 1976, l'eps d'un laps, l'espace d'un lapsus. Cette historisation comme une rature mutante de la parole d'un temps délaissé, l'histoire qu'on a pu avoir, le nom qu'on a pu avoir, et qui concerne tous ceux qui passent, bien que les effets soient très différents d'une personne à l'autre. C'est du commun pas identique, du dire, dédire, et me vient dédire, de l'analyse qui a été faite. L'histoire change, ça devient l'histoire avec un Y. Ce résultat modifie l'arrêté de la nomination d'origine. On y perd son nom propre. Par exemple, Lacan a dit que s'il avait fait la passe, et qu'il la faisait tout le temps, il aurait écrit là, comme ici, L-A, quand, Q-A-N-D. Jaculation de passe, je dirais, comme nous en avons, qui dit que le service de l'analyste au commun est au commun et indique cette mortification de l'appropriation permettant quelque avancée pour chacun des autres à partir de l'être surgi, des lettres surgies. C'est pour la psychanalyse. C'est pourquoi, concernant les nominations à eux, devrait être pris très au sérieux, et là c'est une critique sévère, je suis perdue, ma critique, devrait être pris en compte la dimension éthique en jeu pour le passant, puisqu'il est en rapport à son réel à ce moment-là. Cela dépendra pour les passeurs et les membres du jury de leur propre solde de fin d'analyse à leur réel. Et là, c'est du registre des dégâts possibles assez fréquents.
Dans un des cartels d'après la passe où je suis, des analystes soulignaient l'exigence, la nécessité, après la passe, d'une écriture comme nom surgissant, nouveau nom, on va dire, en la différenciant de l'obligation de transmission des AE qui devait le faire pour l'institution, désigner devant ensuite faire transmission. De la passe, il ne s'agit plus des trouvailles singulières à la cure dont on a fait quelque chose dans l'adresse à nos analystes, à notre analyste. Lacan rappelle que si, à l'occasion d'une passe, arrive un tout autre éclairage d'une partie d'ombre de la cure, cela ne concerne que lui. Il n'est pas question de l'écouter en analyste. C'est fini. Celui qui a fait la passe est dans un exil touchant à l'être du savoir. Il n'y aura plus d'être du savoir. Ni lui, d'ailleurs, ne sera être de savoir. Ce savoir sans être qui veut dire, qui s'invente sans qu'aucun sujet le sache, mais que le passant a dû reconnaître, puis assumer comme le dépassant. Il reste quelques alluvions, avec des bouts de savoir inédits en échappée, un effet de la langue, je dirais des écorchures de réel, précipitées en lettres du reste de la jouissance intimée, je dirais intime, et qui n'est plus intime, qui est extime. Il n'y a plus d'intime. Ça s'intime, ça s'oblige. Il y aurait quelque chose à dire sur la honte, d'ailleurs, à cet endroit-là. Ça lui vient de son inconscient hors sens. On ne peut pas dire qu'il y a réalisation de tout ça pendant la passe. Ça se réalise. Ça se réalise, surtout après, d'ailleurs. Le désir de l'analyste qui en dépendra, je finis là, dans sa pratique, tient du rapport qu'il entretient avec l'invention d'avoir débrouillé, et c'est une citation, bon, on aurait pu le trouver nous-mêmes, un savoir y faire avec la langue. L'inconscient, c'est où, quand le non-savoir est corrélé au réel rencontré. Le désir de l'analyste, c'est avec la lettre surgie de la passe. Fixant son réel de jouissance, il va devoir, par la suite, dans son écriture, forcer les choses, ou dans son dire, quand il en parle de sa passe. Il y a là un forçage. Je cite Lacan. C'est par l'écriture que se produit le forçage, car ça s'écrit tout de même le réel, car il faut le dire, comment le réel apparaîtrait-il s'il ne s'écrivait pas? C'est bien en quoi le réel est là. Il est là par ma façon de l'écrire, a dit Lacan. L'écriture est un artifice. Le réel n'apparaît donc que par artifice. Excusez-moi. Un artifice lié au fait qu'il y a de la parole et même du dire. Voilà. J'en crache en parlant, c'est vraiment ça le réel. Le réel n'apparaît donc que par artifice, un artifice lié au fait qu'il y a de la parole et même du dire. Le dire de l'analyste, c'est le devoir d'interpréter. Ça, c'est une phrase des mots de Lacan. C'est une pratique d'un exil, celui du défaut du sexuel, de son réel comme l'exclu du sens, en tant qu'il fait limite au savoir. Il faut lire ce qui s'écrit, mais autrement. Ce n'est pas la vérité que dit la parole qui est à lire. Ce qui est à lire, c'est le réel du dire, avec la substance jouissante de ce qui fait nœud dans l'analyse, qui est dans la langue. Ce savoir-y-faire avec les analysants, c'est avec une distance prise, avec cet un, fixant le réel de la jouissance irréductible et que voudrait le névrosé. C'est impossible à attraper
directement par quelques dires volontaires, en continuant de taire la jouissance du symptôme. Ce qui est à lire, c'est la jouissance de ce qui, sous le dire, s'écrit, étant à la charge de chaque analysant de signer, comme son analyste, ce dont nul n'est l'auteur. Travail de passe oblige. J'ai fini. Bon. On discutera. On discutera. On discutera. Alors, bon, est-ce que je vais intervenir là, mais moi je vais revenir très en deçà de cette histoire de passe pour essayer de vous montrer un petit peu comment c'est venu. Hein. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé sur cette formule de Freud, Wo es wahr, soll ich werden, qui situe le terme de la cure dans cet horizon d'une projection à l'infini de son terme. Autrement dit, quelque chose qui entre en résonance, et je l'avais souligné, avec ce qui s'obtiendrait dans la pulsion, dans le but de la pulsion, qui est une satisfaction. Car au fond, la satisfaction, qui est un mode de jouissance qui convient au sujet et qui fait barrage précisément à la jouissance ruineuse des symptômes. Et au fond, celui qui demande une analyse parce qu'il souffre de son corps ou de son esprit, il est quand même légitime qu'il puisse demander ça, obtenir ça. Que Freud signifie d'une façon extrêmement simple, pouvoir aimer et travailler. Alors, vous savez que c'est quand même encore plus à l'ordre du jour aujourd'hui, hein. Dans une société où la dimension de l'amour n'existe plus, et où le travail, j'insiste pas là-dessus, hein, parce que là, les gens ne peuvent plus travailler. Autrement dit, ils sont angoissés de ne pas pouvoir continuer à vivre. C'est quand même ça qui se joue. Pouvoir aimer et travailler implique pour Freud que le sujet, comme il le dit, puisse assumer la castration. Ce qui est quand même un peu fort, parce que qu'est-ce que ça veut dire que d'assumer la castration? Il la définit comme la butée indépassable sur le roc du biologique, puisque pour lui, c'est ça dont il s'agit, le destin de chacun dépend de son anatomie, hein, c'est ça. Il définit pour l'homme et la femme des positions différentes dans leur rapport au phallus. Ce phallus, symbolique bien sûr, respectivement pour l'homme, il s'agit de l'avoir à titre de symbole, c'est-à-dire que ce n'est pas le pénis, c'est à titre de symbole, et pour la femme, ne pas l'avoir, mais l'être symboliquement. Soll ich werden, non, wo es war, soll ich werden, ça va Dominique, c'est comme ça qu'il faut le dire, voilà. Hein. Cette formule a connu des traductions diverses en français qui se résument à peu près toutes à celle-ci, qui serait en accord avec la deuxième topique de Freud, là où était le ça, le moi doit advenir. Et il y a une autre traduction encore plus scélérate, c'est que le moi doit déloger le ça. Avec Freud, d'ailleurs, le ça est considéré comme un mauvais moi. Avec Freud, nous avions au départ, dans sa première topique, le décentrement du sujet par rapport au moi, c'est-à-dire la troisième blessure narcissique qu'il a reçue au cours de l'histoire. Il procédait dans l'analyse par la traduction littérale du texte
que sont les formations de l'inconscient, c'est-à-dire la traduction au sens d'interprétation, car dans toute traduction il s'agit d'interprétation, des rêves, des lapsus, des oublis de noms propres, des manifestations de la psychopathologie de la vie quotidienne, de l'analyse des souvenirs écrans et aussi de la construction du fantasme. Mais avec sa seconde topique, comme je vous l'ai rappelé la dernière fois, dans laquelle se sont engouffrés les post-freudiens, qui trouvent d'ailleurs leurs arguments aussi bien chez Freud, d'autant plus que ça leur permet de démontrer que Freud n'est pas lacanien. Cette deuxième topique a pour conséquence la substitution du ça à l'inconscient, la promotion du moi autonome à la place du sujet, le renforcement des défenses contre les débordements du ça, et ce moi, donnant la mesure de l'adaptation à la réalité, serait l'instance visée dans la cure. Bref, on va en faire l'orthopédie chez les post-freudiens. Je crayonne très rapidement, parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Introjection de la personne de l'analyste chez Ferenczi. Initiation du patient aux choses savantes à partir d'un certain moment donné de sa cure. Thomas Sachs, qui est un analyste américain. Identification symbolique à l'idéal du moi de l'analyste, qui est un petit progrès. Identification symbolique chez Balint. Identification imaginaire au moi idéal, soit au moi autonome, qui est celui de l'analyste. Donc il faut ressembler à l'analyste, y compris même de s'habiller comme lui. Ça y aller jusque-là. Hein. Ça, c'est repéré par, tout spécialement chez les Américains, le trio américain Chris, Hartmann et Loewenstein, qui a été l'analyste de Lacan. Intégration d'un surmoi normal pour parer à la faiblesse du surmoi originaire de Strachey, qui a traduit Freud en anglais. Le moi doit déloger le ça. Et n'y aurait-il pas une autre voie à emprunter que cet impératif surmoïque, obscène et féroce, toujours plus exigeant à mesure qu'on lui cède? C'est Freud qui l'a pointé, ça. Hein. Pourquoi ne pas emprunter la voie d'un dire non au tyran, comme choix éthique d'un sujet qui se distingue, choix éthique qui se distingue de la morale, si prégnante dans le collectif, et tout spécialement dans les collectifs analytiques. Quand Freud, comme je l'avais souligné, parle de son texte sur la fin de l'analyse, d'une possibilité de remaniement après coup du processus du refoulement originaire, processus primitif du refoulement, ne fait-il pas là la promesse d'un devenir du sujet possible, là où c'était une retrouvaille de son être perdu? Une voie serait ainsi offerte à une reconquête pacifique, mais qui n'est pas sans embûche. Tel est le sens de la métaphore de l'assèchement du Zuiderzeit. Cette autre voie, je vais le dire un peu comme ça, retrouvaille de l'être perdu du sujet, c'est une façon de pouvoir changer le cours de son histoire, puisqu'on peut toucher à quelque chose du refoulement originaire, là où le sujet, justement, a consenti à s'y retrouver. Là se pose justement la question de la terminaison véritable de la cure, celle qui mènerait, selon Lacan, à devenir analyste. À son terme, celui qui s'engage à relever le gant du sujet supposé savoir, ne doit-il pas avoir le courage de s'affronter à cette détresse originelle où il a à attendre l'aide de personne et dans laquelle il doit traverser un moment de désarroi absolu, au-delà de l'angoisse qui en est encore une protection.
Cette autre voie, Lacan va l'emprunter à partir de son axiome « l'inconscient est structuré comme un langage ». C'est à partir de là, justement, qu'il fait retour au sens originaire du texte de Freud pour extraire ce que celui-ci a pu faire passer de son invention, dont une part était insu du sujet qu'il était. D'ailleurs, au niveau de la passe, il y a quelque chose de cet ordre-là. Arriver à faire passer ce que vous ne savez pas et que les autres peuvent entendre. C'est pour ça qu'il faut un dispositif où des gens sont un petit peu en dehors pour entendre ça. Wo es wahr soll ich werden, Lacan va en donner plusieurs traductions. J'en retiendrai une pour servir à ce à quoi je me limite aujourd'hui. Cette traduction, il la formule et la commente à plusieurs reprises pendant près de 10 ans. Depuis 1958, dans Subversion du sujet dialectique du désir, jusqu'à La logique du fantasme 66-67, dans l'intervalle, la proposition de la passe dont on vient vous parler, puis l'acte analytique en 67-68. Là où c'était, dois-je advenir? Vous voyez, là, il y a une interrogation quand même. Ce n'est plus un impératif, c'est une interrogation éthique. Et il l'explicite de la façon suivante à plusieurs reprises. Alors, je vais essayer d'y aller tout doucement parce que c'est pas simple. Là où c'était, ce qu'indique l'imparfait en français, là où c'était, à l'instant même, où c'était pour un peu j'allais y être. C'est comme quand vous dites, quand vous voyez un accident sur la route, j'aurais pu y être, quoi. J'allais y être. Heureusement, je n'étais pas là, donc je ne suis pas pris dans cet accident. Là où c'était, en jouant sur le sens, disons, homophonique que permet la langue entre le S latin et le S allemand, cela veut dire j'allais être comme sujet dans l'inconscient qui n'est pas le ça. Parce que le ça, il concerne un jeu de jouissance. Mais je n'y suis plus dès que je me mets à vous parler. C'est comme quand on parle d'un rêve. J'ai fait un rêve, mais maintenant que je vous en parle, je n'y suis plus, hein, quand même. J'y étais, et Freud encourage le rêveur à repérer partout où il est dans le rêve, sous la trame signifiante, et à s'identifier dans les personnages qu'il met en scène. Je n'y suis plus en parlant là où c'était, et le ich, qui n'est pas un das dans le texte de la phrase, qui n'est donc pas le moi, le ich, c'est un je comme sujet, je peux venir là où c'était à disparaître à l'être de mon dit. Autrement dit, je parle de ce sujet de l'inconscient comme un ayant été, un étant ayant été, lequel est indexé comme le sujet de l'énonciation à distinguer du sujet de l'énoncé. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet du verbe. Alors là, soyons attentifs. L'inscription du sujet dans le signifiant ne suffit pas à achever ce qu'on appelle la causation du sujet. Il y a une séparation à faire avec ça. Si le S barré, comme nous l'écrivons, le sujet divisé n'est pas l'être du sujet, dans l'analyse, il y a une émergence de l'être, ce dont on vous a parlé, hein, qui devient déchet. D'ailleurs, Lacan n'a jamais dit que le signifiant épuise l'être du sujet. Donc, l'objectita est la part du sujet, c'est son être de sujet, qui n'est pas pris par le signifiant. Ce qu'on avait vu à plusieurs reprises dans l'écriture, qui est une définition du signifiant, mais pas du sujet. C'est ici, à cette hauteur-là, ça va, hein? S1,
représente un sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Et vous voyez la distinction qui se fait ici entre l'être signifiant du sujet et l'être de jouissance du sujet. Ce sont deux termes, mais qui sont collabés dans le fantasme. Le fantasme, que je vais écrire comme ça en dessous d'ailleurs, qui concerne, c'est une conjonction, disjonction entre deux termes qui sont à la fois plus grands et plus petits chacun l'un de l'autre. C'est ce qui se permet de s'appréhender, par exemple, quand on veut calculer la diagonale d'un triangle rectangle. Il n'y a pas de termes qui ont une commune mesure entre eux, hein, qui permet de les mettre dans le même chiffrage. Alors, ce fantasme, c'est une représentation des rapports du sujet dans son être signifiant et dans son être de jouissance par rapport au grand autre. En quelque sorte, ce sujet divisé qui est là, c'est un faux être. C'est pour ça qu'on y a collé souvent le moi à la place. C'est un faux être. Et de l'autre côté, c'est l'être du sujet en tant qu'il manque, puisque c'est justement l'objet perdu à l'origine. En gros, si vous voulez, l'objet petit a s'inscrit dans une doctrine moderne de l'être. Et il est à l'origine, quand même, de la structure inconsciente. Cet être d'objet petit a, ce n'est pas le moi, ce n'est pas non plus l'âme, ce n'est pas non plus une quelconque divinité, ce n'est pas non plus ce qu'on appelle la psyché. Et dans cette formulation du fantasme, il y a deux manques. Au niveau du sujet barré, il y a le moins phi, c'est-à-dire le manque phallique lié à la castration, parce que la signification de tout discours, et dans tout discours il y a un manque, il y a le manque phallique dans tout discours, et de l'autre côté, l'objet petit a, justement, qui est lui, l'être perdu du sujet, du fait de l'incidence du signifiant sur le corps. Voilà pourquoi, à partir du fantasme, Lacan va développer sa logique dans son rapport aux symptômes. Alors, je vous le souligne tout de suite, si vous regardez le fantasme comme ça, vous verrez qu'ici, c'est la dimension du fantasme, du symptôme. Lacan écrit de temps en temps le symptôme en termes de sujet divisé. C'est-à-dire que c'est quand même cette dimension-là. Hein, c'est-à-dire que c'est une métaphore. Hein. En fait, le sujet, on ne l'a jamais, on a le signifiant de son aliénation. Donc, le symptôme, il fonctionne dans le fantasme par rapport à l'objet. Voilà. Alors, c'est cette logique de fonctionnement que Lacan va explorer, et il va l'explorer, justement, et il est obligé de le faire parce qu'il précise que la psychanalyse a émergé dans un moment de l'histoire qui voit l'essor de la science moderne. Cette science moderne a pour fonction, finalement, a pour effet plutôt de folklore le sujet, c'est-à-dire l'éliminer, hein, de sorte qu'il réapparaît dans le réel, selon la formule lacanienne, que tout ce qui est folklore du symbolique reparaît dans le réel. Et vous en avez une illustration très simple, c'est ce que disait Lacan à Rome, quand il disait tous prolétaires, tous donc... prolétaire, c'est celui qui n'a aucun discours pour faire lien social. Hein, et c'est une des causes majeures du malaise dans la civilisation. C'est vraiment celui-là qui est jeté dans le réel. C'est ce que nous sommes tous actuellement. La science moderne, en effet, ne veut pas dépendre du langage. Elle préfère ce qu'elle appelle la matière, dans son réductionnisme de plus en plus poussé jusqu'à la théorie des canteurs. Elle préfère ça que de parler du réel qu'elle ignore. C'est pas ce que c'est que le réel. Mais en plus, elle ne veut pas dépendre du sujet. Le
ne veut pas entendre parler de lui. Et donc, elle tente d'articuler son savoir dans la logique d'un pur discours dont le moteur principal est le discours de la mathématique. C'est pour ça que Lacan, comme Freud, ont voulu inscrire la psychanalyse dans le champ de la science et donc avait une tentative de la rejoindre d'une certaine façon. Hein. Voilà. Et nous vivons justement, à partir de la psychanalyse, dans l'ère qu'a ouvert le cogito cartésien qui va mettre définitivement un terme à la tradition philosophique qui porte sur une interrogation de l'être. Il est écrite donc la formule de Descartes, vous la connaissez tous. Je pense. Ça se lit là, de là où il faut que je rechange. Je pense donc, je suis. Je me demande s'il ne va pas falloir que j'aille. C'est pas bien là, hein. Si, je pense donc je suis. C'est donc écrit. Il a d'abord été en français, ça a été traduit après en latin. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Au fond, qu'est-ce qu'il pose, Descartes? Il pose l'équivalence entre le jeu du pense et le jeu du suis. Hein. Ça peut s'écrire de la façon suivante. Hein. Pense, je suis. Hein. C'est-à-dire que on peut l'écrire dans la théorie des ensembles de cette façon-là. Pense, je suis. Ça s'appelle, cette formulation dans la théorie des ensembles, une réunion entre deux ensembles. Cette réunion est possible, même si les termes sont différents, parce qu'au niveau de l'intersection, il y a quelque chose qui leur est commun. Voilà. Alors c'est de ça que je vais tâcher de vous développer, parce qu'il faut le saisir pour comprendre tous les raisonnements qui viennent. Alors ce cogito cartésien qu'interroge Lacan, il va le faire à partir pour fonder justement ce qu'on appelle le cogito psychanalytique, il va le faire avec ce qu'il dit lui-même les cercles de l'air. Seulement, je vais même vous dire que les cercles de l'air, ça n'a strictement rien que l'air, hein, ça s'écrit comme ça. C'est pas de l'air, ça pourrait être d'ailleurs, ça s'écrit comme ça, de l'air. Les cercles de l'air, si vous les cherchez, vous ne les trouverez jamais dans les bouquins de mathématiques parce que ça n'a rien à voir avec ça. Alors je ne sais pas pourquoi ces termes existent encore dans les textes de tous les séminaires que l'on a, probablement parce que les gens n'ont pas regardé, et ce n'est pas étonnant non plus d'ailleurs qu'il y ait tant de fautes dans tous ces séminaires concernant justement cette articulation que Lacan a faite. Et je dois dire que j'ai mis du temps à comprendre ce mois-ci pourquoi je n'arrivais pas à écrire le texte que je devais faire aujourd'hui. Je n'arrivais pas, jusqu'à ce jeudi soir, je le disais, je suis incapable de pondre le truc, parce que en fait, j'étais embarqué dans toutes les erreurs qui se trouvent dans tous les séminaires que j'ai consultés. Donc, petit à petit, j'y suis arrivé en faisant un petit effort. Alors, il faut d'abord savoir que dans le discours de la méthode de Descartes, il articule son doute méthodique, la méthode du doute, qui vise la certitude et non pas le savoir qui, lui, est lié à la logique du discours. Alors la certitude dans le doute. On sait bien que, par exemple, dans la névrose obsessionnelle, les obsessionnels ne choisissent pas dans les alternatives qui se trouvent devant eux, parce que comme ça, ils sont sûrs de garder toutes les options possibles. Puisque dès que vous faites un choix, vous perdez des trucs. Et dans cette méthode-là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Évidemment, chez lui, c'est autre chose. Simplement, il dit la chose suivante. Il dit, voilà, 2 et 2, ça fait 4, parce que Dieu le veut. Hein? Alors, il faut bien comprendre cette chose-là, parce que maintenant, on est un peu tranquille de ce côté-là, mais depuis le début de la chrétienté, en tout cas, il n'y avait pas intérêt à toucher au savoir, hein, parce que dès que vous touchiez au savoir, vous avez l'inquisition sur le dos. Hein. Le savoir, c'était Dieu qui le possédait, et donc Descartes se débarrasse de cette question en disant
C'est Dieu qui le veut que 2 et 2 font 4. D'ailleurs, avec la théorie des ensembles, on s'est aperçu que ça ne faisait pas toujours 2 et 2. On a découvert d'autres mathématiques qui changent les choses comme ça. Descartes, il a fallu qu'il foute le camp, hein, parce qu'il avait l'Inquisition aux fesses. Hein. Or, Lacan, lui, justement, il va nier la transparence du sujet du cogito, pour autant que l'implication matérielle, c'est-à-dire le fait que quand je pense, je suis, il va dire que cette implication matérielle est inconsistante. Déjà. Il n'y a pas d'équivalence démontrée entre le je pense et je suis, c'est inconsistant pour lui. Comme peut l'être éventuellement l'évidence de la conscience de soi comme certitude. On sait très bien maintenant qu'il y a des manifestations de l'inconscient, pour tout le monde le sait, qui mettent en cause le fait qu'on puisse avoir que la conscience de soi soit absolument transparente. Alors, maintenant, je vais me lancer dans quelques petites formules. Je suis obligé de mettre au tableau, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà, je recommence ce petit schéma, là, ici, comme ça, et je nie que le je pense et le je suis, donc au niveau de l'intersection, je nie leur équivalence. Et ici, donc, par conséquent, j'écris cette formule, c'est aussi bête que ça. Ici, j'ai une pensée, ici, j'ai... Non, oui, la pensée, ici, j'ai l'être. Je nie ce truc, c'est-à-dire que je fais je nie cette truc-là, ça s'écrit comme ça dans la théorie des ensembles. Voilà, ici, P et E. Hein. Je nie cette intersection qui permet de les mettre ensemble. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc l'écriture suivante. On va obtenir, en fait, ce qui s'appelle, puisque je le nie ce truc-là, on va obtenir ce que l'on appelle, non plus la réunion, mais on va obtenir ce qui s'appelle... Alors, autant vous dire que ce terme a été utilisé dans tous les sens, mais que moi, je crois l'avoir trouvé dans un bouquin de mathématiques d'une façon juste, ça s'appelle la différence symétrique. C'est-à-dire que ce sont 2 termes qui peuvent être liés, tout en étant différents, et ce n'est pas du tout, comme on l'appelle ailleurs, la non-réunion, enfin des trucs comme ça. C'est le terme technique que j'ai trouvé dans un bouquin de mathématiques. Et alors, ça va se lire de la façon suivante. Quand je nie l'intersection entre 2 termes, c'est équivalent à nier chacun des termes de la réunion, qui était là au départ. Ça s'écrit comme ça, la réunion. Je vais nier ici le P, et je vais nier ici. Je pense donc qu'est-ce que ça écrit quoi, ça? Ça écrit tout simplement que je ne pense pas, ici, je ne pense pas, et quand je dis je ne pense pas, c'est équivalent à l'être. L'être, il est équivalent à je ne pense pas, puisque j'ai nié la pensée. Vous voyez qu'il y a une intervention. Je ne pense pas, et de l'autre côté, c'est pareil. La pensée, ce qu'était la pensée, puisqu'elle est niée dans ma formule que j'ai là, c'est un je ne suis pas. Vous voyez, 2 choses différentes. Donc, il faut bien saisir la modification que ça entraîne. C'est pas, on passe son temps. Il faut garder ça à l'esprit parce que ça devient plus simple. Vous voyez, comme ça. Quand j'ai nié déjà la différence, j'ai donc nié que ces 2 termes puissent être équivalents. Et donc, je peux écrire qu'au fond, quand je ne pense pas, c'est l'être. Et quand je ne suis pas, c'est la pensée. Ça se suit à peu près, hein? C'est pas facile, il faudra que vous le refassiez vous-même. C'est pas facile à saisir. Voilà.
Et c'est par ce biais que Lacan va coordonner au sujet de l'énoncé du cogito cartésien, je pense donc je suis, ça c'est le sujet de l'énoncé, il va le coordonner au sujet de l'énonciation du cogito lacanien, qui sont deux aspects du jeu sous la forme d'un pas-jeu. Hein, vous voyez bien quand je l'ai écrit, je ne pense pas, je ne suis pas. Le sujet de l'énonciation, c'est un pas-jeu, mais que, comme Freud le signale, on le retrouve dans la cure quand le patient, justement, nie un terme. Quand il raconte son rêve, il dit, voilà, j'ai rêvé d'une femme, ce n'était pas ma mère. Et Freud dit, justement, c'est sa mère. C'est une affirmation qui est liée à la différence entre le sujet de l'énoncé, le sujet du verbe, et le sujet de l'énonciation. C'est comme ça que ça se lit. Alors, ce cogito, c'est un jeu, vous voyez, le jeu du cogito lacanien par rapport au jeu du cogito cartésien, c'est un jeu qui est un pas-jeu. C'est un pas-jeu. Vous suivez à peu près? Sûr, hein? N'hésitez pas. Hein? Bon, alors, on va y aller. Je vais écrire ça maintenant. J'ai une formule. Je vais tâcher de terminer là-dessus en vous laissant quand même quelque chose à troquer. Le cogito, je recommence. Je pense, donc, je suis. Le cogito cartésien, qui est ici, vous voyez, voilà, qui est ici, ça c'est le sujet de l'énoncé cartésien, c'est celui dans lequel on s'inscrit, c'est un discours dans lequel on s'inscrit et la psychanalyse est inscrite là-dedans. Et justement, la psychanalyse, elle va réintroduire le sujet dans son énonciation, et c'est pourquoi Lacan dit qu'il faut absolument coller à ça, parce que il s'agit d'obliger la science à reconnaître l'instance du sujet. Il faut qu'elle prenne en considération la dimension du sujet. Et c'est pour ça qu'à un moment donné dans son enseignement, il va préciser qu'au fond, un des piliers du discours de la science, c'est le discours hystérique. Au fond, l'hystérique, c'est le savant qui invente à partir de son être des bouts de savoir qui vont rentrer dans la doxa scientifique, et lui on va l'évacuer, on va éventuellement donner à un théorème son nom propre, mais au fond, on se passe du sujet une fois que c'est passé dans le discours courant. Et j'aime mieux vous dire que ça se passe aussi dans la psychanalyse. C'est en train de se passer. De plus en plus, l'énonciation de chacun disparaît dans des textes qui sont carrément une espèce de doxa analytique qui s'imprime d'une façon impérative pour tous, et c'est un blablabla inextricable. C'est pour ça que Lacan, il a réintroduit, ce que vous avez dit, l'introduction du sujet. Il faut pouvoir l'attraper autrement pour que ça émerge à nouveau, même dans le contexte des institutions analytiques. C'est une question pour parer justement à l'impérialisme du savoir universitaire qui se répand dans toutes les institutions analytiques. Bon, restaurer une dimension d'un sujet de l'énonciation qui est un pas-jeu. C'était pas simple. Hein. Alors, il va partir, lui, d'un truc. Il emprunte à ce qu'on appelle un groupe de Klein, c'est-à-dire un truc topologique où les différentes places peuvent s'intervertir à travers des opérations de vectorisation ou de coupure. Il va installer au départ de la cure, voilà. Au départ de la cure, vous avez un sujet qui vient et qui est dans la prise de ce qu'on appelle une répétition. Répétition entre ce je ne pense pas et je ne
suis pas. Répétition de quoi? Du symptôme dans le développement du fantasme, dans sa parole analysante. Il vient parce qu'il a des symptômes qui se répètent et qui le ramènent toujours au même point, il n'arrive pas à en bouger. C'est ça le truc. Et dans la cure, on va lui proposer de faire un choix. Le choix, c'est de, voilà, vous allez dire tout ce qui vous vient à l'esprit, sans réfléchir, sans chercher à comprendre, sans préparer à l'avance, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est ça. Et sans comprendre trop vite aussi. Donc, on va lui proposer de faire un choix. Si vous choisissez, le seul choix que vous pouvez faire dans cette alternative, on vous propose de prendre la branche du « je ne pense pas », bien sûr. Parce que si vous choisissez la voie du « je ne suis pas », c'est comme par hasard la voie du symptôme, vous êtes foutu d'avance. Parce que si vous choisissez le « je ne suis pas », vous obtenez cette espèce de truc, c'est-à-dire un « je ne suis pas » complètement séparé de quelque chose qui est parti ailleurs, et donc vous ne pouvez pas vous y retrouver. Donc l'alternative, c'est justement de choisir du côté de « je ne pense pas ». Autrement dit, vous choisissez quoi? Vous choisissez la voie de l'aliénation. Alors attention, parce que là, il y a quelque chose de paradoxal. L'aliénation, c'est pas de dire, moi, les signifiants de l'autre, j'en veux pas. Je suis un homme libre. D'ailleurs, quand on dit je suis un homme libre, c'est foutu d'avance. Je suis un homme libre. Je ne suis pas, je suis pas dupe. Je suis pas dupe, les expressions de Lacan. Et vous l'êtes encore plus. C'est-à-dire que c'est pas ça l'aliénation. L'aliénation, c'est au contraire d'accepter d'être dupe des signifiants qui vous ont constitué comme sujet. S1 sur S barré, S2 sur petit a. Il faut d'abord passer par là. C'est la seule voie d'accès à une possibilité qui se trouve inscrite ici, quand vous faites ce choix-là, ici, qui s'appelle donc l'aliénation, qui vous donne ce truc. C'est-à-dire que là où je ne pense pas, vous voyez, vous arrivez à lire à peu près là où je ne pense pas, du coup, je suis ça. Voilà. Là, il y a déjà une distinction de ce que pourrait être le ça par rapport à l'inconscient. Le ça, non pas le freudien, mais le ça remanié par Lacan, le ça, c'est tout simplement le domaine des pulsions, qui se manifeste sous la forme des objets pulsionnels que sont les objets petit a, la voix, le regard, la chure et le sein, c'est-à-dire que ce sont des objets qui, bien qu'ils dépendent d'une contingence corporelle, finissent par prendre une consistance logique dans les discours. C'est pour ça que je vous avais écrit tout à l'heure la formule du sujet qui représente, le signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Vous avez cette figure-là, je suis ça. C'est vrai que c'est comme ça. Quand l'analysant parle et qu'il arrive quand même à dire « Bon, écoutez, j'ai fait ça et ça et ça et ça », on peut lui dire « Oui, vous êtes quand même un petit salaud, quoi, en gros. Ça peut être ça, de ce genre-là. Ou « C'est pas très bien ce que vous faites. » Ou voilà, des trucs comme ça. Ça l'identifie comme « Je suis ça », c'est-à-dire ta jouissance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est beaucoup de pouvoir reconnaître ça dans une cure. Parce que c'est ça qui avance. Et l'interprétation de l'analyse, elle va porter justement sur ça. C'est ça, c'est ce que disait Lacan, c'est ça. L'interprétation, elle va jouer de l'équivoque signifiante, c'est-à-dire du non-sens, d'une certaine façon, ou d'un carrefour de sens, pour pointer ce qui cause le désir du sujet. Au fond, ta jouissance, c'est parce que tu fais ça, tu es comme ça. Donc l'interprétation va avoir comme effet, on va le mettre dans ce sens-là, il va avoir un effet castration. Pourquoi? Parce que, jouant sur l'équivoque signifiante, ça va toucher au sujet divisé, une dimension par rapport au sujet divisé, et en même temps, ça va amener au point, donc ici c'est l'interprétation, l'interprétation,
ici, c'est l'opération, ce qu'on appelle l'opération castration, castration symbolique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une dimension de castration symbolique dans toute interprétation qui ne fait que repasser par les voies dans lesquelles le sujet s'est constitué. Et ça va aboutir à un point ici, qui est, alors il faut que je m'en rappelle, moi, qui est, bon, il faut que je regarde un peu parce que c'est pas toujours, voilà, c'est ça, voilà. Ça va aboutir à ce petit truc bizarre qui est que là, je ne suis pas, hein, vous voyez, je ne suis pas, ou, justement, donc c'est une opération de vérité qui ne passe pas directement par la voie de l'acting out ici, parce qu'ici c'était une opération d'aliénation, ici c'est une opération vérité, c'est-à-dire qu'au fond, on fait dire au sujet que ce qu'il dit, c'est toujours vrai d'une certaine façon. Donc, plutôt que de le court-circuiter par des acting out où le sujet n'est pas, parce qu'on ne peut pas les interpréter, comme on ne peut pas interpréter un symptôme direct, hein, c'est une forme d'acting out, le symptôme. Quelqu'un qui a un symptôme, on ne peut pas lui dire c'est comme ça, quoi. Il fait des symptômes, il les répète. Cette opération vérité va l'emmener en ce point où justement, par l'opération vérité qu'on peut mettre là, il va y avoir cette lunule qui est ici, d'un je ne suis pas, et ici va se situer au niveau de l'inconscient, si tu veux, on va toucher à l'inconscient. Là, dans l'inconscient, il y a des pensées qui ne sont pas jeux, c'est les pensées du rêve, on peut s'en souvenir comme ça au moins. Le rêve, c'est pas l'inconscient, le rêve, c'est les voies d'accès à l'inconscient. Donc il faut bien savoir que l'inconscient reste toujours l'inconscient, et que par contre, et donc il n'y a pas de sujet dans l'inconscient, on peut interpréter, déchiffrer le sujet de l'inconscient, mais pas l'inconscient lui-même, ce qui donnera prise plus tard à cette fameuse notion d'inconscient réel chez Lacan. Donc ici, l'inconscient, et dans l'inconscient, il y a justement, dans l'inconscient, il y a une signification phallique qui manque, celle que Freud pointe comme étant la castration, hein, la béidotome du phallus, c'est-à-dire une signification phallique, une signification d'un manque, qui s'écrit ici moins phi. Voilà, ça c'est première opération. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Qu'est-ce que ça va donner? Alors, est-ce que je vous avais pointé comment, dans le jaune, je pense qu'il faut que je le refasse ici pour bien vous le faire entendre. Je peux faire à nouveau une réunion dans mon cogito lacanien entre le je ne pense pas et le je ne pas. Ils peuvent être réunis, ces deux ensembles, même s'ils sont radicalement différents, parce qu'au centre, il y a quelque chose de vide. Le vide, c'est l'objet perdu, et c'est le manque phallique. C'est pour ça qu'on peut les coordonner. Alors vous voyez, quand on tire d'un côté, on récupère l'objet, hein, l'objet petit a ici, je suis ça, et quand on est de l'autre côté, ben, on tombe sur le manque qui est ici. Alors, dernière opération, que Lacan va pointer comme étant, donc, vous voyez, je ne suis pas, et dans l'inconscient, il y a des pensées qui ne sont pas je. Là où je ne pense pas, je suis ça au sens où c'est un pas je. On ne peut pas dire je suis l'objet petit a. On le subit, boum, hein, on est identifié à ça, on est réduit à ça, mais on ne peut pas l'exprimer totalement. On ne peut pas le dire, on ne peut pas dire je suis ça. Donc on ne peut même pas dire je suis un déchet. Hein. Ça se vit dans le corps et ça n'a pas du tout quelque chose qui peut se manifester. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des tas de choses, je suis un déchet, je suis tout ce qu'on voudra. On sait très bien que ce n'est pas de ça dont il s'agit, c'est au contraire. Ils sont tellement bien là-dedans qu'il y en a plein comme ça sur Facebook, des choses comme ça, de désespoir total, ce qui n'a pas de sens, quoi. Dernière opération, parce que vous voyez que tous ces trucs-là, ça fonctionne, c'est-à-dire que ça bouge tout le temps, c'est-à-dire qu'en permanence dans la cure, quand l'analyse en parle, il est dans la répétition. Hein.
À la fois, il y a une construction du fantasme, mais en même temps, il y a des interprétations des symptômes. Ça fait donc des mouvements d'aller-retour permanents, comme ça, hein, ça bouge tout le temps. Petit à petit, on va arriver dans cette phase-là, c'est quand on a vraiment épuisé la dimension du là où je ne pense pas, bien sûr, et la dimension du là où je ne suis pas. Donc, il faut que ça prenne un certain temps d'élaboration pour que ça se fasse. Et là, vous allez aboutir à une dimension très particulière que Lacan va pointer comme étant un point de sublimation. Alors, regardez comment ça se passe. Si vous amenez ce truc-là ici, si vous amenez ce truc-là ici, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir ce truc-là, comme ça. Vous allez obtenir le recouvrement de cette... Là, c'était une réunion, vont se recouvrir dans ce quatrième point, et là va apparaître la distinction que l'on peut faire entre... Ça, c'est le lieu commun entre les deux, position de la... et le moins A. C'est-à-dire qu'en gros, la fin de la cure, en ces termes-là, ça veut dire que le sujet découvre le doublement dont il est le sujet, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire une séparation entre l'être du sujet et le fait qu'il est sujet du signifiant, être de signifiant. La fin de la cure, ça permet de faire émerger cet être du sujet qui était perdu, avec des effets d'exaltation, et la capacité à accepter qu'il est sujet de la castration en même temps. Alors, Lacan le met ici comme un lieu de sublimation. Dans la sublimation, et ça c'est important, dans la sublimation, on obtient une satisfaction pulsionnelle sans refoulement. Ce que Freud pointait en disant que ça ne peut pas s'obtenir chez les névrosés. Là, on obtient ce point-là. Alors aujourd'hui, bien que vous l'ayez avancé, je vais rester sur ce point parce que le sujet ne reste pas sur ce point-là. Mais simplement, dans la cure, il est emmené à un point où il reconnaît ces deux manques. Les deux manques par lesquels il est habité. Consentir à ne pas s'identifier à l'objet perdu, donc pas continuer à s'exalter avec ça, et accepter de reconnaître qu'il y a de l'indécidable, il y a de l'indémontrable dans tout discours, qu'il n'y a pas d'univers du discours, et qu'il ne peut consentir aussi à se reconnaître comme sujet du signifiant. Et de ce point-là, il va y avoir un retour. Un retour que je brosse très vite aujourd'hui, parce que je ne vais pas le développer, parce que c'est trop compliqué. C'est-à-dire qu'il va y avoir un retour dans ce sens-là, celui qui est là, voilà où se situe la passe dont vous avez parlé. Hein. C'est là que ça se passe. Mais il faut qu'il y ait un acte supplémentaire. Alors en général, les cures se terminent plutôt, la plupart du temps, avant. Les gens s'arrêtent, ils vont bien, ils sont heureux, ils sont satisfaits. D'ailleurs, Lacan le dit lui-même, il le dit aux États-Unis. Il dit, écoutez, il est prudent parce qu'il a autre chose à faire aux États-Unis que d'affronter les Américains. Enfin, il dit, écoutez, quand quelqu'un est heureux, il ne faut pas pousser trop loin la cure, ça va, quoi. Hein, ça va bien, il s'en tire. Il a une certaine habitude de son symptôme, il sait comment ça se passe, et puis il se débrouille avec ça. Hein, voilà, il dit ça à peu près. Donc, en général, les cures se terminent plutôt en deçà, mais il ne faut pas oublier que Lacan, il fait un enseignement pour former les analystes. Donc les impératifs même que constitue son enseignement s'adressent à des gens qui veulent former, être analystes, et qui veulent, et qui demandent, et qui veulent être analystes. Il y a un désir d'être analyste, mais c'est un désir qui n'est pas une volonté, c'est un désir qui apparaît pour des raisons de structure. C'est-à-dire que de partir d'un point de sublimation au terme de la cure, c'est ce qui se passe pour les artistes, pour tous les gens qui écrivent, c'est qu'il y a une nécessité de commettre un acte. Vous avez parlé de l'acte d'écrire, par exemple.
se mettent à étudier et écrire dans la théorie. Ça peut être pour des peintres qui connaissent la sublimation avant, même sans faire d'analyse. On voit bien quand ils en parlent, ils sont obligés de peindre. Ils ne peuvent pas s'arrêter. On a un mal fou à leur dire ça y est, le tableau est fini, on en prend un autre. Le tableau, c'est quand même le cadre d'un fantasme. Hein. Et maintenant, on leur dit vous mettez une signature à la galerie, on va les vendre et vous en faites un autre. Lui, le lendemain, il est obligé de continuer. C'est comme ça. Donc là, le sujet dans l'analyse qui a été là où je vous ai appelé, je vous ai parlé de ce point-là, qui est quand même un lieu de détresse, un lieu de désarroi total, un lieu où l'analyste, il est éjecté. Il est éjecté tout simplement parce que dans la cure, ce sujet supposé savoir qu'il était est démasqué. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, ici, où les deux manques sont séparés mais cohabitent? C'est ce que Lacan appelle une destitution subjective, hein, qui est éprouvée sur le mode, comme il le dit, et c'est inimitable, qui s'appelle un mode maniaco-dépressivement. Il dit que ça se passe de façon maniaco-dépressive, c'est-à-dire que d'une part, quand il est simplement sujet d'un manque, sans avoir l'accroche d'un objet pour le lester, il est dans l'accès maniaque, et quand il s'identifie à son être perdu, eh ben c'est la délérection, ça peut produire des effets qui ont existé éventuellement de suicide en cours d'analyse ou au terme d'analyse. Ça a existé aussi, ces choses-là. Donc là, il est sommé pour certains de commettre l'acte de ne pas rester là. Et donc, l'acte, c'est le désir de relever le gant du sujet supposé savoir, qui va le ramener au point d'origine, ici. Hein, les flèches, ça va fonctionner comme ça va fonctionner comme ça va fonctionner. Il y a des voies de retour tout le temps, puisque même dans la cure, ça se passe. Hein, symptômes, on revient, tout ça. Ça va être l'acte, ce qu'il appelle l'acte analytique, c'est le passage, justement, de sa position d'analysant à son être devenir analyste. Et pour devenir analyste, pour vouloir l'être, Lacan il dit d'ailleurs, on ne sait pas très bien comment ils y arrivent, comme des boules dans un jeu de trick-track, c'est pas une décision volontaire, c'est quelque chose, vous êtes aspiré par ce truc-là. Et vous êtes aspiré par quoi? Vous êtes tout simplement aspiré par le fantasme. Vous êtes aspiré dans un fantasme qui est en train de se désarticuler. Hein? C'est comme s'il y avait une espèce d'aspiration, il faut y aller, il faut commettre l'acte que Lacan a eu le génie d'inventer, qui est dit, bon voilà, ce type-là, il ne peut plus parler à son analyste, puisque c'est fini, l'analyste n'est plus opérant, l'analyste est devenu tellement réel que tout ce qu'il dit, c'est comme si c'était un copain qui le lui disait, en gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc il est destitué de sa place, l'analyste, ça lui fait très mal, parce qu'il aime bien son patient, donc c'est ce qu'il appelle Lacan le désêtre de l'analyste. Et Ferenczi reprochait à Freud de ne pas lui avoir dit qu'au fond, il était malheureux quand il était parti. Et ça, il n'y a pas à le dire, mais c'est quand même comme ça, parce que quand un analysant vous quitte, vous avez un chagrin du côté de l'analyste. Mais quand c'est dans ce moment-là, c'est beaucoup plus violent. Hein, parce que là, vous êtes éjecté. Et l'acte, c'est un acte, il faut qu'il y aille dans cette posture-là. Alors Lacan a inventé cette procédure en disant, comme il ne peut plus s'adresser à son analyse, comme là, il n'y a plus d'analyse possible, c'est fini. Et ça, du point de vue de la phénoménologie, ça s'appréhende très bien, l'analyse n'est plus opérant. Il va falloir qu'il puisse parler de cette expérience absolument unique, qui serait une expérience de différence absolue. C'est pour ça que je vous ai parlé du désarroi absolu et de l'impossibilité d'avoir le recours à quiconque, de l'aide de quiconque. Et l'acte analytique, c'est ça. Alors, il propose d'aller, prend son téléphone, parce que ça existe, il y a une institution qui existe, on lui propose d'aller trouver deux personnes que l'on appelle des passeurs. Les passeurs, ce sont des gens qui sont à peu près dans la même position que celui qui était venu là, celui qui avait fini son analyse. Mais eux, lui, il sait qu'il se passe quelque chose. Les autres, ils n'ont pas encore bien perçu. Les autres, ils sont un peu dépersonnalisés. Lui, il est plutôt maniaco-dépressif, je veux le dire comme ça du point de vue de la phénoménologie. Donc, on va lui proposer d'aller parler à deux inconnus qu'il n'a jamais vus, dont il ne connaît même pas le nom.
Il tire le nom dans les chapeaux, il leur téléphone, il leur dit voilà, je vous ai tiré comme passeur. Le type il répond mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Donc le passant va leur dire voilà, écoutez, voilà ce qui s'est passé, j'ai fait mon analyse et je vous ai tiré dans un chapeau. Ah bon, on m'a tiré dans un chapeau, mais oui, on a tiré votre nom et est-ce que vous êtes d'accord pour me recevoir pour que je vous raconte un peu ce qui est en train d'arriver? Voilà, c'est ça. Donc il est reçu par 2 personnes et il s'arrange avec eux pour avoir des rendez-vous, pour leur parler de ce qui s'est passé là, et de là où il en est d'une certaine façon. Et comme en principe ces gens-là seraient dans la même position, on peut penser qu'il y a des effets de résonance et qu'ils vont pouvoir transmettre ce qu'ils ont entendu à des gens qui sont complètement en dehors, qu'on appelle le jury ou le cartel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, vous allez parler à 2 inconnus que vous ne reverrez plus jamais, enfin moi c'est comme ça que ça s'est passé, 2 personnes dont les 2 ne savaient même pas que ça existait, la passe, ce n'étaient pas des gens qui travaillaient dans le milieu analytique, qui ont consenti, il a fallu que je les séduise, parce que, qui ont consenti à me recevoir sans savoir de quoi il s'agissait. Et je les ai abreuvés de saloperies pendant 6 mois. Ça les a foutus dans un état, vous pouvez savoir. Hein. Moi c'était rien puisque j'étais là, mais eux, ça les a vraiment, vraiment traumatisés beaucoup d'entendre. Ils se disaient, mais c'est ça l'analyse, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein, c'est vraiment le désastre, le dégât le plus total. Vous êtes avec un analyste qui ne peut plus rien faire pour vous, vous continuez à aller le voir, hein, et vous parlez à 2 personnes que vous n'avez jamais vues, vous ne reviendrez probablement jamais, qui eux se demandent ce qui leur arrive, et une fois que vous, à un moment donné quand même, ça finit par, vous finissez par retomber sur vos pattes. Parce que justement, comme Lacan parlait de catastrophe, c'est une façon de dire qu'au fond, bon an, mal an, ça se remet un peu en place. D'une façon différente, surtout d'une façon inoubliable. Parce que l'horreur de ce passage-là, on ne l'oublie pas. Ça ne s'oublie plus jamais, ça. Et c'est même là, quand on est là, on n'oublie jamais son analyse. Tous les gens qui oublient leur analyse, c'est que quelque part, ils n'ont pas fini ailleurs où ils étaient. C'est-à-dire que là, c'est inoubliable. Voilà, alors, à un moment donné, vous leur dites, bah voilà, j'ai plus rien, est-ce que vous voulez aller devant le cartel, parler de ce que je vous ai dit? Ah bon, il faut qu'on aille devant un cartel, qui vous dit, parce que vous ne leur avez pas toujours dit au début, il ne faut pas qu'ils aient peur. Ils vont se retrouver donc devant 4 ou 5 personnes qui vont écouter leur propre témoignage, et comme il y a 2 témoignages, dans l'écart qu'il y a entre les 2, c'est pas toujours on ne parle pas de la même façon aux 2 personnes en général, un cartel de la passe doit pouvoir entendre quelque chose d'inédit, de spécifique à ce sujet-là, qui n'est pas une récitation des mathèmes de Lacan, qui est vraiment quelque chose de cru de son propre, comme le dit Lacan, chu de son propre, hein. Et ils vont témoigner ça devant les cartels, et ces cartels-là vont dire, voilà, là, l'acte analytique a été accompli, c'est-à-dire que ce sujet-là n'est plus le même que quand il a commencé son analyse. C'est-à-dire que le cours de son histoire a changé de façon définitive, de façon inoubliable, et on vous le transmet comme ça, et le cartel dit, voilà, celui-là, on le nomme analyste de l'école, ou on ne le nomme pas. Voilà. Alors, évidemment, dans les institutions, le malheur, c'est que petit à petit, ça a glissé du côté de la nomination, et pas du tout du côté de, justement, ce qui ne peut pas être nommé, puisque la passe, c'est justement ce qui ne peut pas être nommé. Hein. C'est justement, ça se cerne, mais ça ne peut pas être nommé. Bon, peu importe, je vais en rester là, je ne vais pas en dire plus, parce que sinon, je vais des heures à faire ça. Et donc, ce cartel aura pour tâche, en principe, de faire une élaboration théorique des raisons pour lesquelles il pense que ce passant-là, il est advenu comme analyste. À la place où doit se tenir l'analyste dans le discours analytique, c'est-à-dire à la place du A, qui va être laissée vacante pour que l'analysant, qui viendra le voir, lui, puisse un jour faire la même trajectoire, hein, venir à cette place. C'est pour ça qu'ici, alors qu'il y avait un sujet barré au départ, de symptômes, au retour, moi je mettrais l'analyse de ce côté-là. Je ne suis pas sûr du truc, parce qu'on peut aussi le mettre ici. Mais c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on revient devant en utilisant ce fameux schéma logique. Bon, je
Je me suis laissé un peu embarquer, mais Non, voilà. c'est très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Et si vous posez des questions, je vais répondre. Alors vous comprenez, l'acte analytique, c'est ça, c'est un parcours, hein, et c'est pas du tout simplement faire des interprétations, c'est vraiment un parcours que le sujet d'analysant est devenu analyste. Du fait d'un fait de structure, c'est un fait de structure. Donc tout le monde n'y va pas, tout le monde ne devient pas analyste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas finir sa cure, mais pour devenir analyste, il faut le commettre là, c'est-à-dire qu'il faut franchir le Rubicon. Le Rubicon, proposé par les institutions, c'est finalement la procédure de la passe. Parce que ça cadre un peu le truc. Parce que quand vous faites ça tout seul, c'est très dur de revenir, quoi. Oui. Quand ça arrive dans la vie, il y a des gens qui traversent ces choses-là. Même en dehors des milieux analytiques, il y a des effets comme ça. Il y a des gens qui vous racontent des moments de leur vie où le cours de leur histoire a changé. Ils vous disent, voilà, un jour j'ai fait tel type de rencontre, et puis pendant des mois, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, et maintenant, voilà où je suis ailleurs, complètement ailleurs. Ça existe, ça. On arrête? Voilà, on coupe.